Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et aujourd'hui je vais vous parler de l'Olympus EM1 Mark III. Alors je le dis tout de suite, comme ça c'est réglé et voilà, je n'ai pas le boîtier, je ne l'ai pas eu à l'avant, je ne suis pas du tout ambassadeur Olympus, je n'ai pas le boîtier, je n'ai pas testé le boîtier. Tout ce que je vais vous dire c'est uniquement basé sur l'ensemble des tests que j'ai pu voir, donc à savoir en anglais, en français, en espagnol, toutes les tests vidéo, tous les tests écrits, plus ce que j'ai pu glaner dans les forums un peu partout à gauche à droite. Donc j'ai vraiment fait le tour depuis que son annonce a été faite mercredi matin. J'ai pas arrêté de regarder partout qu'est-ce qu'on disait sur cet appareil, parce qu'il m'intéresse énormément, hein, vous le savez peut-être, hein, je vous l'ai dit, hein, que moi je voulais passer du coup, je voulais essayer de dégager le G9 pour du coup avoir autre chose et quelque chose qui serait, on va dire, en paire avec mon EM5 Mark III. Du coup voilà, donc je n'ai pas testé ce boîtier, et si vous pensez que je n'ai pas de légitimité à vous dire toutes les fonctionnalités que j'ai pu glaner, toutes les choses qu'il faut savoir sur ce boîtier, bah voilà, arrêtez ici, barrez-vous, et puis voilà, si vous voulez vous énerver en commentaire, allez-y, mais j'y répondrai pas, d'accord? Je vous ai averti, je vous le dis, moi je ne mens pas, je vous dis tout ce que moi j'ai vu et que j'ai pas vu en particulier dans plein de tests, il y a plein de choses qui manquaient, et du coup je fais comme pour le DJI Mavic Mini, c'est-à-dire que je vous dis, je vous explique qu'est-ce qui à mon avis était important et que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de testeurs ont manqué. L'un a pu dire un truc, l'autre n'a pas pu le dire, et moi je vais résumer tout ça parce que moi il m'intéresse beaucoup et je voulais tout savoir dessus. Donc je vous fais une autre petite précision maintenant, c'est que du coup vous savez, hein, peut-être que je vous ai parlé juste avant de l'EM5 Mark III, et vous avez dû voir, hein, ma précédente vidéo, c'était la vidéo où je montrais que j'avais malheureusement le plastique du dessous au niveau du pas de vis qui s'était cassé, donc gros échec, hein, vraiment grosse tristesse. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous n'avez pas vu, et c'est pour ça que maintenant je filme avec le Panasonic G9. Du coup là je suis en la mode de stabilisation le moins pire, hein, que j'avais pu vous montrer dans une autre vidéo que je vous mets également en fiche, qui est du coup Dual IS avec du coup le 1235 f2.8 mis en Power IS. Donc voilà, toute cette introduction étant faite, on va parler de cette EM1 Mark III. Alors les choses qu'il faut, alors je vous l'avais dit, hein, dans une précédente vidéo, retournez voir tout ça, enfin si vous me suivez vous le savez, je vous avais dit moi qu'est-ce qui me ferait vraiment du coup voilà, pouvoir lâcher le G9 justement, c'était en particulier la 4K 60 fps, dont moi j'ai besoin parce que je filme en 4K et je veux faire des ralentis, en particulier quand je fais des images de planche, et je veux pouvoir faire des ralentis sur les images de planche. Donc ça, déjà malheureusement cette Olympus EM1 Mark III ne l'a pas. Alors beaucoup pensent qu'il va être poussé après une mise à jour, sous une prochaine mise à jour. J'espère fortement, parce que c'est vraiment le truc qui me bloque le plus, hein, qui m'a fait le plus tergiverser. Donc voilà, ça il a pas. L'autre chose que je vous avais dit, c'était que je voudrais absolument, je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous expliquais pourquoi j'ai choisi le M5 Mark III plutôt que le M1 Mark II, je vous ai expliqué qu'il me fallait absolument, suite à ma mésaventure aux US, avoir la possibilité de recharger mon boîtier directement via de l'USB, alors soit malheureusement du micro USB, soit si possible de l'USB-C, et ça par contre le M1 Mark III l'a bien. Donc non seulement il va pouvoir être rechargé directement, s'il est éteint on lui branche en USB-C, on lui branche les fesses, hop, il est rechargé, mais en plus de ça il va pouvoir être également alimenté, c'est à dire que si par exemple vous voulez faire un timelapse sur toute une nuit, vous lui mettez une powerbank, et en plus lui il est intelligent, il va se recharger, en fait il va bien choisir ce qu'il faut faire, hein, mais il y en a qui font pas comme ça, c'est il va pas d'abord vider sa batterie puis essayer de la recharger, c'est il va garder sa batterie la plus pleine possible et pomper l'énergie de la powerbank. Donc très bien. Et encore un truc en plus que je crois, à ma connaissance c'est la première fois qu'on le voit sur un appareil photo, sur un boîtier, c'est qu'il va avoir une recharge rapide en PD, en Power Delivery. Donc si vous branchez avec un câble USB-C sur une prise Power Delivery, donc une prise qui envoie de la patate, hein, on a possibilité de le recharger plus rapidement comme ça, mais les testeurs disaient quand même que donc c'était plus rapide, alors j'ai pas les temps en tête, hein, je crois qu'il n'y en a pas qui a chronométré exactement, mais clairement c'était plus rapide de recharger en fast charge, mais c'était moins rapide que de charger directement la batterie avec le chargeur externe. Donc on a toujours un chargeur externe, donc très bien. On a toujours également de ce que j'ai vu un flash intégré, le petit flash qui est fourni avec, donc très bien aussi. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point que je vous avais dit que j'aimerais bien, c'était que on ait une prise en fait au niveau de l'HDMI qui soit une prise full HDMI et pas une prise mini ou micro HDMI, je sais jamais. Donc une prise full HDMI comme j'ai ici sur le G9 et pas une mini HDMI comme j'avais sur le M5 Mark III et comme malheureusement il y a aussi sur le M1 Mark III. Donc ça ils n'ont pas changé. Toujours dans l'histoire un peu de port, etc. Ils n'ont pas changé non plus les espèces de trappes. En fait c'est
carrément le même corps que le M1 II. Donc c'est un peu les mêmes trappes qui ressemblent quand même beaucoup à ce que j'ai sur le M5 Mark III. Alors c'est un peu mieux, mais c'est vrai que quand je vois les trappes que propose le G9, bah, c'est quand même 1000 fois mieux ce qu'ils proposent, hein. C'est du vrai caoutchouc, elles sont plus indépendantes, il y a pas voilà, c'est un petit volet qui s'ouvre, c'est pas un truc qui pendouille un peu à la Sony. Bon voilà, ça c'est un peu triste. Et surtout, ça c'était vraiment une très grosse déception, je m'attendais pas du tout, c'est que ils ont un seul slot en UHS 2. Donc le M1 Mark III possède bien 2 slots de carte SD standard, très bien, mais par contre il y en a qu'un des deux qui est en UHS 2. Donc ça je trouve ça vraiment abusé, très honnêtement. Alors ils ont dit oui, mais voilà, si on avait voulu mettre le lecteur, le double lecteur UHS 2 comme on a sur le M1X, du coup vous savez, c'est ceux qui sont un peu plus empilés, c'est pas les cartes l'une au-dessus de l'autre, c'est les cartes l'une à côté de l'autre un peu décalées. Et donc l'excuse c'était oui, mais voilà, du coup on peut pas là. Bon bah moi sur le G9 hein, j'ai 2 slots l'un au-dessus de l'autre et ça rentre, et c'est 2 UHS 2 hein. Donc voilà, donc ça, excuse bidon, je ne comprends pas. L'autre, alors là j'ai fait le tour un peu des trucs qui moi vraiment me faisaient vouloir le M1 Mark III, et évidemment tout ce qui est après ergonomie, préhension, la stabilisation, tout ça je viendrai à la fin de la vidéo pour vous expliquer tout ça. Et donc tout ça ok, très bien. Moi c'est le M1 Mark II hein, donc à ce niveau là il était excellent, donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration à ce niveau là. Et par contre on pouvait s'attendre peut-être, hein, moi pas spécialement, mais c'est vrai que ça aurait pas été de refus d'avoir peut-être un viseur électronique, un EVF plus défini, peut-être plus rapide. Alors je crois qu'il est déjà à 100 fps, un truc comme ça, 100 ou 120 je sais plus, je crois qu'il peut déjà monter à 100 fps, donc très bien, mais la résolution est pas dingue comparé à beaucoup d'autres. Le Huton en lui-même a pas l'air ouf, voilà, par rapport à moi ce que j'ai sur le G9, clairement je vois que c'est pas, voilà, c'est moins caoutchouté, ça prend moins l'œil, etc. Donc ça c'est pas ouf. Et pareil pour l'écran. L'écran, il n'y a aucune nouveauté. C'est le même écran, il n'est pas plus résolu, il n'est pas plus défini, il n'est pas plus lumineux, et il n'est pas plus tactile. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire plus de choses tactiles avec lui. Donc ça également c'est bien dommage, c'est un des trucs que j'avais certainement mentionné. Si on pouvait avoir du full tactile en vrai comme on peut avoir avec Panasonic, et bah ça aurait été mieux quand même. Et bah c'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire dans tous les points qui m'intéressaient quand même pour la sortie de cette M1 Mark III, c'était par rapport justement à le M1 Mark II qu'il est quelque chose en plus qui est le joystick, et ça ils l'ont bien implémenté. On a bien un joystick maintenant sur le M1 Mark III qui en plus a l'air de très bien fonctionner, hein. Tous les mecs en avaient l'air très contents, et une chose qui fait que beaucoup de marques ne proposent pas, c'est qu'en plus de pouvoir déplacer le collimateur gauche, droite, haut, bas, il va également le déplacer en diagonale. Donc si vous voulez par exemple faire en haut à gauche puis aller en bas à droite, vous pouvez, au lieu de faire vous pouvez faire directement en diagonale. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne chose qui est implémentée, et heureusement, parce que sinon vraiment ça aurait été le même boîtier. Que ceux qui le critiquent en disant mais attendez, par exemple The Camera Conspiracy il a beaucoup fumé Olympus à ce niveau là, il dit mais attendez, le boîtier il a 4 ans, et en fait les mecs ils ont pas changé ni le capteur, ni toute l'ergonomie générale du boîtier, ni rien en fait, ni le VF ni l'écran, et les mecs ce qu'ils ont changé juste c'est le processeur. C'est un peu du foutage de gueule. Alors je suis un peu d'accord, mais je vous expliquerai à la fin pourquoi au final il m'intéresse quand même toujours énormément, et pourquoi malgré son prix que je trouve très élevé, il m'intéresse toujours beaucoup et que je vais très certainement me le prendre. Mais voilà, donc là on a fait le tour sur, on va dire, les points moi qui étaient entre guillemets cruciaux pour moi. Et donc je vous avoue que quand je l'ai vu la sortie, hein, quand j'ai lu la fiche technique, que j'ai commencé à regarder tous les trucs, je me suis dit mais waouh, surtout là pas de 4K 60 fps, déjà ça m'a bien refroidi, pas de grosse amélioration à côté, etc. Bon, à part heureusement la recharge, hein, je vous avais dit qu'il serait obligé, enfin s'il avait pas fait, clairement ça aurait été vraiment des couillons. Donc je me suis dit waouh, mon premier effet ça a été waouh putain, bah voilà, c'est finalement c'est pas, moi je voulais faire combo M5 Mark III, M1 Mark III, et ben au final ça m'intéresse pas quoi, c'est pas, j'ai pas assez, ils ont pas proposé assez de choses pour que ce soit intéressant. Ça c'était ma première remarque. Après je suis allé un peu plus fouiller, enfin je continuais à regarder tout ce qui se disait, et j'ai vu un peu tous les modes, donc vraiment l'aspect on va dire logiciel de la chose. Là je vous ai fait un peu tout l'aspect physique de la chose, maintenant je vais parler de l'aspect logiciel de la chose et tout ce que ce nouveau boîtier propose. Et vous allez voir que il y a quand même beaucoup de choses, et que Olympus, ça je vous l'avais dit sur le M5 Mark III, sur mes tests de M5 Mark III,
ont la force et à mon avis la grande intelligence de proposer beaucoup de choses d'un point de vue électronique, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue ce qu'on vous propose de faire, de vous aider en tant que photographe avec des modes, un peu comme pourrait proposer un smartphone, sauf que là c'est vraiment pensé photographe et il y a beaucoup de choses très bien vues. Alors qu'est-ce qui moi m'a un peu bluffé, que je ne connaissais pas, je l'avais pas vu sur le M1X parce que je m'étais pas du tout intéressé à le M1X, le boîtier est énorme, vous savez moi c'est pas du tout mon kiff, hein, les boîtiers énormes, moi je veux un truc compact, que je puisse sortir facilement etc, que ce soit pas lourd etc etc. Donc je n'avais pas du tout suivi le M1X, hein, donc j'étais au niveau 0 de savoir qu'est-ce que faisait le M1X et moi je savais ce que faisait le M1 Mark II par contre parce que je m'y étais beaucoup intéressé. Qu'est-ce que cette M1 Mark III propose? Le truc qui m'a peut-être le plus bluffé, que j'étais là mais sérieux, oui, c'est vous savez les filtres ND, le filtre ND intégré. Alors c'est pas un filtre ND intégré, c'est quelque chose d'électronique, c'est une magie électronique de comment le logiciel tourne derrière. Il n'y a pas un filtre ND qui passe devant le capteur, hein, qui est intégré, c'est pas le cas. C'est un processus électronique qui permet de simuler des filtres ND pour faire des poses longues. Donc on va de ND4 je crois à ND32 ou ND64, je sais plus, ND32 je crois. Et donc on va vraiment, on n'aura pas besoin d'avoir nos fils, de venir filtrer des petits filtres, de venir visser des petits filtres. Alors si on veut on peut évidemment, hein, mais il n'empêche que maintenant on peut sans avoir besoin de se trimballer les filtres, venir poser notre appareil photo et faire des poses longues, en tout cas simuler des poses longues pour des filets d'eau par exemple, directement sans avoir besoin de se faire chier à foutre un filtre ND etc etc. Moi c'est un peu game changer je vous avoue, parce que ça m'arrive hein, de temps en temps de voir faire des poses longues et très souvent ça me fait chier, je le fais pas parce que j'ai pas le temps, parce que je suis avec ma femme, avec ma fille et que j'ai pas le temps de sortir le trépied, sortir les petits fils, trouver le fil qui va bien, mettre le fil dessus. Alors maintenant j'ai les ND variables donc c'est un peu mieux quand même, mais du coup voilà, me dire que directement bah, mon appareil, j'ai même pas forcément besoin de sortir le trépied, si je trouve un endroit à peu près plat qui va bien, je le pose, boum, je fais ma pose longue sans avoir besoin de sortir le filtre etc etc. C'est juste, voilà, c'est juste la folie, sans compter les fois où potentiellement j'avais pas pris les fils parce que je m'étais pas dit que j'allais trouver forcément quelque chose d'intéressant et finalement j'aurais pu faire un joli filet de nuages etc etc. Donc avoir cette possibilité de faire, et ça marche très bien, allez voir les tests, hein, ça marche très bien, allez voir les tests qui étaient faits sur le M1X, allez voir les tests qui ont été faits sur le M1 Mark III, ça marche excessivement bien, c'est très impressionnant. Donc ça vraiment pour moi c'est un peu game changer, ne pas avoir, moi j'ai de merde à transporter, mieux c'est pour moi, mais de merde à installer, mieux c'est pour moi, et ça vraiment j'étais là, ah ouais quand même, ça c'est vraiment très cool. Alors l'autre chose sur ces modes, et là c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas sur le M1X, qui a vraiment été développé pour cette M1 Mark III, alors à mon avis ça va arriver hein, sur les autres, au moins le M1X avec une mise à jour, c'est ce qu'ils appellent le Starry AF, Starry AF pour star, pour étoile, où donc voilà c'est vraiment une nouveauté, ils proposent, là ils disent aux photographes, aux astrophotographes, bah, vous n'avez plus besoin de vous emmerder à essayer de faire votre mise au point manuelle, vous savez on est obligé hein, quand on est dans la nuit et qu'on a juste des petites étoiles à essayer de photographier, ce qu'on fait en général c'est qu'on va à l'infini et on revient un peu pour essayer de trouver avec du focus picking le moment où on est le plus net possible. Et c'est vrai que des fois, bah, surtout quand on est sur des petits écrans, qu'on voit pas grand chose, qu'on se caille et qu'on veut vite se dépêcher, et ben ça marche pas des biens, on n'a pas une netteté sur nos étoiles. Donc ça c'est des choses qui me sont arrivées, hein, que je vois tout à fait le problème. Et là voilà, eux ils ont proposé, ils ont implémenté, c'est vraiment une mise au point automatique où du coup on va avoir en plus deux possibilités. On va avoir une possibilité qui va être, bah voilà, essaye de faire ta mise au point le plus rapidement possible pour faire une photo le plus rapidement possible, ou au contraire un mode qui va être ok, bah prends ton temps pour faire ta mise au point et pour être sûr d'être bien au point, et après tu fais ta photo. Et donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va hunter, alors c'est encore un peu de la magie logicielle, mais il va en fait, un peu comme on le ferait à la main, aller à l'infini, revenir un peu, voir quand c'est le plus net, revenir un peu trop loin, ah bah zut je suis moins net, revenir un peu dans l'autre sens, et en fait il pompe un peu comme ça, comme ferait un Panasonic en temps normal, sauf que lui il le fait de nuit pour essayer de faire une mise au point sur les étoiles, c'est quand même beaucoup plus puissant. Alors ce truc là, quand il est dans le mode prends ton temps pour être sûr de ta mise au point, apparemment c'est quand même assez long sur trépied, ça peut prendre jusqu'à 6 secondes de ce que j'ai vu, donc voilà c'est pas un truc instantané. Mais pour être sûr, par contre ça marche très bien, de tous ceux qui l'ont testé en vrai, tout le monde a dit ça marche très bien, c'est très impressionnant, il n'y a plus besoin de s'emmerder avec la mise au point manuelle. Et donc ça, voilà, ça c'est encore un truc. Moi là en plus je vais aller dans l'Ouest américain là en avril, je sais que je vais faire de l'astrophoto, c'est sûr, et du coup me dire que voilà j'aurai ça, ou ça va me faire quand même gagner du temps, de voilà, de pas avoir à checker après, d'aller zoomer sur mes photos après coup pour vérifier est-ce que j'ai bien ma mise au point, en plus c'est sur le petit écran, on n'est jamais trop sûr de nous, etc. Et ben ça c'est vraiment également un point qui pèse dans la balance.
vraiment, je me dis voilà, c'est un outil, encore une fois, un outil électronique, mais qui permet de faciliter la vie aux photographes. Et moi, je suis très preneur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est détection de visage et d'yeux qui a été, bon ça c'était quelque chose qu'il y avait déjà, mais qui a été amélioré, donc elle marche beaucoup mieux qu'avant apparemment. Et un truc qui est vachement bien, c'est qu'on a possibilité, et ça bon, ça devrait être depuis le début, on a possibilité de changer directement les visages. Par exemple, vous avez une photo, une vidéo de groupe, on s'en fout, vous avez je sais pas 6 personnes dessus, et la mise au point se fait sur le visage peut-être le plus près du boîtier. Ben là, vous allez pouvoir directement appuyer sur, donc il y aura le cadre en jaune, je sais plus la couleur que c'est, je crois que c'est jaune ou vert, je sais plus, autour du visage qui est sélectionné, et vous par contre il y aura des cadres blancs sur tous les autres visages qui sont vus, et vous aurez juste à appuyer avec votre doigt sur le visage en question qui vous intéresse pour que la mise au point se fasse dessus. Donc apparemment c'est pareil, ça marche excessivement bien, donc ça c'est très bien, très cool. Et c'est pareil, ça moi ça m'est arrivé souvent quand je veux prendre en photo ou en vidéo ma fille et qu'il y a ma femme en même temps, je veux que ce soit sur ma fille, en fait ça se fait sur ma femme, des fois des trucs de famille aussi, je voudrais que ce soit plutôt sur la petite ou plutôt papy, mamie, etc. Voilà, donc ça fait gagner du temps, c'est rapide, efficace, ça marche bien, nickel, bravo Olympus. Je vous parle de photo vidéo là, donc du coup j'en parle maintenant. Le truc moi qui me fait vraiment vouloir, qui m'a fait passer chez Olympus et qui me fait vouloir rester chez Olympus, c'est vraiment la stabilisation. Vous savez, ils sont réputés pour être les meilleurs en stabilisation, je pense que c'est vrai, je trouve que c'est vrai. Et donc lui, il va encore plus loin. Je crois qu'avant, sur le M1X, on était à 6 stops et demi de stabilisation quand on a l'objectif stabilisé couplé, donc typiquement le 12-200 f4. Et là maintenant, on monte à 7,5 stops. Donc c'est énorme. Ça peut être très intéressant pour des pauses longues. Donc typiquement, il y a un mec, un Anglais qui faisait le test et il disait bah voilà, grâce à ça, comme j'ai pu vous le dire sur le M5 Mark III, on peut faire des pauses jusqu'à peut-être 1 ou 2 secondes à main levée, pause longue à main levée, avoir 1 à 2 secondes de shutter speed et de shutter speed et ça marche très bien et on va pas avoir quelque chose de flou. Et là son caméraman lui dit non mais moi je suis sûr que tu peux le faire à 4 secondes minimum ta pause longue. Et là le mec il est là, le gars qui part, il dit mais non n'importe quoi, et tu lui dis bah vas-y teste. Le gars il teste, il fait sa photo à main levée avec 4 secondes de temps de pause, il regarde sa photo et il dit mais c'est hyper net quoi, il y a rien qui a bougé, il y a pas de flou, il y a rien, il était choqué le mec, il s'est marré, il a dit n'importe quoi. Donc c'est pour vous dire voilà, la stabilisation d'Olympus c'est pas de la dénote, ça marche vraiment, ça va vraiment marcher pour de la photo, pour gagner en temps de pause et du coup faire rentrer plus de lumière, donc gagner en luminosité, il va un peu compenser son défaut d'être en micro 4 tiers. Heureusement on va pouvoir faire des pauses plus longues grâce à ça. Et moi surtout vous savez, plus que ça, moi la stabilisation c'est vraiment en vidéo. Moi je veux pas me trimballer quand je suis en voyage etc, un gimbal, je veux pas avoir un stabilisateur, un truc à sortir en permanence, pas savoir où le mettre etc. Moi il faut que ce soit cliqué sur mon capture, que je puisse le sortir, faire ma vidéo, faire mes photos, basta, on est parti, on n'a pas perdu de temps, la petite est pas en train de pleurer etc. Donc très important pour moi. Regardez la vidéo de DP Review, donc Jordan qui filme Chris. Regardez, tout est fait à main levée avec le M1 Mark III, c'est bluffant. Les mecs ils sont sur un bateau, alors certes c'est sur une rivière, c'est flat et tout, il n'y a pas de souci, mais il n'empêche, sur un bateau on a toujours des petits mouvements un peu bâtards, on a toujours des choses qui bougent un peu. Là il n'y a rien qui bouge, c'est impressionnant. On dirait vraiment à très peu de choses près qu'on est avec un gimbal. Donc moi ça m'a complètement bluffé. Bon je le sais, Olympus pour ça ils sont, il a trouvé un nonos mon chien. Pour Olympus pour ça ils sont très bons. Mais voilà, ça m'a vraiment bluffé et très clairement moi c'est une des raisons principales, si ce n'est la raison principale qui veut me faire passer voilà, sur mon gros boîtier chez Olympus, c'est cette stabilisation, pouvoir vraiment faire des plans vidéo directement à main levée, ne pas avoir à me dire oh là ça va pas être exploitable, il va falloir que je me fasse chier en post-traitement, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment très clairement, ils ont encore amélioré ça, c'est complètement fou. Olympus ils sont vraiment très bons là-dedans. Un truc qui va de pair avec cette stabilisation c'est du coup le mode haute résolution, le mode high res, où donc vous savez, je l'ai aussi sur le M5 Mark III, je vous l'ai montré, j'ai fait un test, je vous ai mis une photo dans la galerie, qui du coup sur le M5 Mark III était limité à le fait de devoir, comme sur tous les autres constructeurs, en fait il n'y a que Olympus à ma connaissance qui propose ça, c'est de base normalement ce mode là est limité, on le met sur trépied pour que du coup le capteur bouge ses 4 fois, il fasse ses 4 photos ou plus selon combien de mégapixels il vous faut, et voilà, et du coup en étant lui posé, il peut bien bouger son capteur facilement et on a une belle photo. Évidemment il faut que le sujet soit immobile et que sinon on va avoir un flou de mouvement dû au fait que quand il prend ses différentes photos, quand le capteur bouge, si le sujet dessus bouge, ça va être moche quand il va tout recompiler.
particulier. Du coup, ça, voilà, ça c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que Panasonic fait, c'est ce que tout le monde fait. Sauf que Olympus, vu qu'ils ont une stabilisation complètement magique, ils ont dit non mais nous on va aller plus loin, c'est bien gentil de devoir sortir un trépied pour faire une photo, mais nous on veut que vous puissiez faire votre photo sans avoir à sortir le trépied. Donc voilà, c'est tout à fait ce que moi m'intéresse, hein, vraiment du run and gun. Et donc on peut faire comme sur le M1X, on peut faire avec le M1 Mark III des photos en high res à main levée, et ça marche apparemment super bien aussi, c'est complètement dingue la possibilité que ce que ça sort, la photo vraiment très nette qu'on a. Et donc du coup la seule limitation c'est qu'en fait si on utilise le mode high res à main levée, on a seulement 50 mégapixels de photos seulement, alors que si on va l'utiliser avec le trépied, on va vraiment du coup le poser sur un trépied, le stabiliser propre, là on monte à 80 mégapixels. Donc vous voyez que c'est énorme, 80 mégapixels, ça commence à être un peu n'importe quoi, hein. Et donc voilà, on a cette possibilité là, et moi ça m'intéressait parce que vous saviez, avant j'ai eu mon premier full frame, ça a été l'A7R2 pour avoir de la résolution, et mon second ça a été l'A7 III, et quand il est tombé à l'eau ça a été mon A7R3. Et du coup moi ça m'embêtait, je vous l'ai dit, hein, quand je suis passé au G9 aller voir la vidéo, je vous expliquais que c'était super cool la résolution pour pouvoir zoomer dedans, pour pouvoir faire plein de choses. Par contre ça faisait des fichiers très très lourds. Et là du coup me dire que je vais avoir un truc qui va être, alors lui il a de base à 20,6 millions de pixels, je sais plus, 20, des bananes. Du coup c'est des photos de ce taille là qui moi m'iront très bien, et pas besoin de plus gros pour les 90% de ce que je fais. Par contre les 10% où je vais avoir une photo plus résolue pour potentiellement pouvoir recroper dedans après, pour pouvoir potentiellement zoomer dedans, potentiellement imprimer, même si c'est pas vraiment mon cas du tout, mais en tout cas me dire que potentiellement je peux à main levée faire une photo très résolue, et ben moi ça m'intéresse beaucoup, en particulier quand je pars en voyage là dans l'Ouest américain. Donc ça clairement ça a été également un truc qui m'a vraiment me fait dire ah ouais quand même quoi, je peux vraiment avoir 50 mégapixels à main levée, voilà, comme ça dès que je le demande. À côté de ça on retrouve évidemment les modes, hein, qu'on a sur le M5 Mark III que j'ai pu vous montrer. Donc on a en particulier sur la molette le mode bulb B, d'accord, et dans ce mode là on va pouvoir choisir les modes live bulb, lifetime, live composite que j'ai pu un peu vous montrer, mais je testerai évidemment sur le terrain pour de vrai. Donc ça également je vois tout à fait l'intérêt en astrophoto, hein, le soir à faire des choses comme ça pour avoir directement créé son image sur l'écran. Et on a également, donc je vous parlais de la molette, on a sur cette molette là on a un mode C4, donc on a en tout 4 modes personnalisés de C1 à C4. Donc ça c'est un peu une particularité d'Olympus, hein, qu'en général les fans d'Olympus aiment bien. Moi c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, je personnalise pas trop mes modes, mais donc voilà, c'est présent sur la molette. Donc en plus de ça on a ce que je vous ai pu montrer aussi, hein, sur le M5 Mark III, c'est à dire le Keystone, la correction de déformation directement intégrée au boîtier. On a également toujours chez Olympus, hein, le focus stacking qui du coup est fait directement aussi dans le boîtier, on peut le faire. Donc voilà, tous ces trucs qui sont classiques chez Olympus, on les a, donc c'est bien pratique, c'est vraiment, ça évite d'essayer de faire ça en post-production, en post-traitement derrière. Quand on est sur l'ordinateur, on peut tout faire directement dans le boîtier, et je trouve ça très très valorisable, et ça j'apprécie Olympus pour ça. En plus de ces nouveaux modes, il y a des raccourcis, des façons de faire, des fonctionnalités qui ont été ajoutées à cet Olympus EM1 Mark III. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avant, c'est le timelapse qui a été grandement amélioré. Allez voir mon test de l'EM5 Mark III, moi ça me rendait fou. Il est passé déjà de 999 images au max à 9999, hein, donc en gros x10. Et surtout, maintenant on a enfin possibilité de faire une vraie vidéo qui ressemble à quelque chose. Avant on était limité par exemple à 5 fps maximum en 4K. Donc il fallait accélérer en post-prod, des choses comme ça. Là maintenant on a la possibilité d'avoir du 4K 30 fps au maximum, donc c'est super, enfin un timelapse qui sert à quelque chose. Donc ça c'est vraiment très très bon. L'autre chose excellente, donc ça c'est quelque chose que moi j'avais chez Pana et je voulais voir arriver chez Olympus, c'est le cas. Et l'autre chose que j'avais pas chez Pana mais j'avais chez Sony et que je veux voir arriver chez Olympus, c'est le fait d'avoir cet écran qui quand il est déplié arrête de se désactiver quand on passe quelque chose, le doigt ou le corps devant le détecteur de changement EVF écran. Et ça y est, c'est fait, c'est le cas, alléluia. C'est comme Sony maintenant, on a une possibilité, on a une troisième option qui permet de, quand on ouvre dès qu'on déploie l'écran en fait, du coup le détecteur est désactivé, on va tout le temps avoir l'écran. Donc ça c'est génial parce que tous ceux qui filment, qui ont le corps à côté, le boîtier à côté de leur ventre par exemple, des choses comme ça, quand on veut montrer une photo, etc. Voilà, pareil, dans une de mes vidéos sur le M5 Mark III, j'ai pu vous montrer. En plus, il était hyper sensible, hyper casse-pied ce détecteur. Donc là, avoir cette possibilité, ça change vraiment la vie. Je ne sais pas si on a comme chez Sony la possibilité de faire les moitiés d'écran, les quarts d'écran. J'espère que ça va être aussi implémenté. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'info sur aucune vidéo. Donc moi, je vous dirai, hein, quand je ferai le test ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a de plus ?
On a également des petites choses en plus, hein. On a tout ce qui est au niveau vidéo, toujours encore, hein, c'est cool. On a du coup possibilité de choisir des vitesses et des sensibilités d'autofocus, mais également de quantité d'image stabilization électronique. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont que pour la vidéo. On va pouvoir augmenter ou non la vitesse à quelle vitesse on a les changements d'AF, d'accord, si on passe devant, est-ce que ça se fait vite ou pas, la sensibilité et au niveau de l'IS. Alors l'IS, j'ai pas vu de test l'expliquant explicitement, donc je vous le ferai aussi, mais voilà, je trouve que c'est très très bon, le fait de pouvoir changer sa vitesse d'AF, les tests qui sont faits, c'est fait par Robin Wong, tout ça, c'est très très criant, hein, ça marche très très bien, donc vraiment très bon de ce côté-là, super, merci Olympus. Un autre truc que je trouve bien cool, hein, c'est le fait qu'on peut, en fait, là c'est plus en photo ce coup-ci, on va avoir une distinction en fait de notre point de focus. Si par exemple vous faites un point de collimateur, je sais pas, à la main, quand vous êtes en horizontal, vous le faites là, et vous passez en vertical et vous voulez que ce point, au lieu de rester au même endroit, il passe à un autre endroit, et bien là ça va changer, on va avoir une différence entre le point de focus quand l'appareil photo est vertical de quand il est horizontal. Donc ça aussi, ça peut vraiment faire gagner du temps. Par exemple, si on met le même endroit équivalent quand on tourne, d'accord, pour faire que du coup, bah voilà, on voulait d'abord faire un paysage, et on se rend compte finalement ça serait mieux en portrait. On n'a pas besoin de refaire précisément le point, il va pas rester au même endroit, et s'il était en bas à gauche, il va pas passer en haut à gauche. Là, si du coup on lui dit, bah voilà, celui-là, ça sera en bas à gauche là, et quand je me mets vertical, ça sera en bas à gauche vertical, et bien on peut le faire, donc c'est super bien. Avec quelques petites précisions sur l'obturateur, on va descendre à un 8 millième de seconde sur l'obturateur mécanique, un 32 millième de seconde sur l'obturateur électronique, et on est en gros à 15 fps, 15 images en rafale, 15 à 18 en fait. On va pouvoir monter jusqu'à 18 grâce au mode pro je sais plus quoi, la Pro Capture, vous savez, où du coup on va pouvoir capturer un peu à l'avance, du coup en fait il est tout le temps en train d'enregistrer, et quand vous appuyez sur votre bouton, du coup il aura pris des frames avant que vous ayez appuyé, ce qui vous permettra d'avoir le moment idéal. Par contre, donc ça c'est très bien, mais il y a une petite limitation apparemment sur ce qu'on voit à l'écran. On n'est plus qu'à 15 fps, donc on a vraiment quelque chose d'assez saccadé, et voilà, donc c'est le compromis. C'est ok, on a du buffer qui se fait en permanence pour avoir exactement le bon moment, mais d'un autre côté ça fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus difficile à suivre à l'écran. Donc voilà, c'est pas encore idéal, mais ce mode là est bien présent sur le M1 Mark III. On va avoir également la possibilité, hein, contrairement par exemple à le M5 Mark III en tout cas pour l'instant, on va pouvoir choisir très précisément la surface, la zone qu'on veut au niveau de nos collimateurs. Donc vous savez, j'ai le choix entre le carré simple, le rectangle simple, du 3x3, du 5x5, du 9x9, un truc comme ça. Là on va pouvoir faire des formes un peu comme on veut, un peu plus variées. Par contre, à la différence de l'EM1X, on va pas avoir alors c'est l'AF, l'Intelligent AF, je crois que ça s'appelle. C'est le truc, vous savez, où du coup il va vraiment faire des formes de collimateurs, et il va se prévoir à trouver des objets. Donc c'est en particulier sur le M1X pour les avions, les trains, les voitures. Là ça n'est pas disponible sur le M1 Mark III, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que ça va arriver dans une mise à jour? Peut-être, je sais pas. Est-ce que pour l'instant ils veulent le laisser que sur le M1X pour essayer de pas trop le cannibaliser, mais même si à mon avis c'est foutu. Voilà, il reste plus grand chose au final à le M1X. L'autonomie a l'air d'être bonne, grosso modo comme on pouvait l'avoir sur le M1 Mark II. Et également, petite précision, pour ceux qui ont un M1 Mark II, la batterie sera la même, donc ça peut être pratique, hein, si vous voulez un boîtier plus performant mais garder un backup, et ben vous pouvez acheter juste, si vous avez déjà une batterie secondaire, vous achetez juste ce boîtier, vous aurez 3 batteries pour les deux, et donc ça fait bien l'affaire. Niveau personnalisation, vous savez, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On a toujours ce que permet de faire Olympus d'habitude, mais on a toujours ces limitations, les limitations que je vous ai données par exemple sur le M5 Mark III, c'est-à-dire qu'en particulier on peut pas remapper le bouton par exemple de suppression, on a un bouton corbeille qui sert qu'à ça. Pareil, on peut pas remapper le bouton photo, visionnage de photos, c'est que pour la galerie, et ça peut être particulièrement problématique si vous avez déjà un M1 Mark II. Avec l'arrivée du joystick, le joystick a remplacé en fait le bouton info, le bouton où était le bouton info. Du coup, ce qu'ils ont fait pour compenser ça, c'est qu'ils ont passé l'ancien bouton info à la place de l'ancien bouton menu, et l'ancien bouton menu, en fait, ils l'ont déporté en haut à gauche, à côté du bouton qui servait à faire le changement entre écran et EVF. Donc ça peut être vraiment problématique si vous avez un M1 Mark II et que vous voulez essayer de refaire, d'avoir à peu près la même configuration. Là, vous pourrez pas le faire, c'est pas possible. On peut même pas remapper, on peut même pas remapper à côté de ça le play. On peut même pas remapper le bouton info. Donc vous pouvez même pas rechanger pour que le bouton info devienne menu et par exemple le bouton menu
deviennent info, donc c'est vraiment embêtant. Donc voilà, ça peut être très chiant si vous voulez avoir les deux boîtiers et en fait vous savez vous confondre dans vos touches. Par contre on a quand même quelques bonnes nouvelles au niveau de ces raccourcis. La première c'est que on va avoir deux raccourcis en plus. Maintenant qu'il y a un joystick, on va pouvoir attribuer les boutons haut et bas du pavé, du plus, de la croix directionnelle, on va pouvoir les attribuer à des raccourcis. Donc ça c'est cool. Alors pourquoi par contre c'est pas gauche et droite, hein, c'est un peu les mystères d'Olympus, moi je ne comprends pas, c'est un peu comme l'histoire du Supre, du Play, etc. qu'on peut pas réattribuer, je trouve ça complètement con. Donc ça c'est vraiment dommage, j'espère qu'ils vont le changer, hein, qu'ils vont permettre de changer ça dans une prochaine mise à jour aussi. Et l'autre chose c'est qu'on a deux nouvelles fonctions qu'on peut venir mettre sur tous ces raccourcis. La première c'est le Live Boost, vous savez le fait de booster la luminosité temporairement, enfin artificiellement d'une photo pour par exemple voir ce qui se passe quand on est à des ISO très faibles, pour vérifier les détails de la photo et quand on repasse, c'est tout noir sur notre écran mais on a vérifié qu'on était bien au point, qu'on avait bien la composition qu'on voulait, etc. Et le deuxième truc qui moi va beaucoup m'intéresser, c'est le ND Filter qu'on peut directement attribuer à un bouton et donc on peut faire ça à la volée sans avoir besoin de passer dans les menus, etc. Donc ça bien cool, et maintenant il n'y a plus qu'à faire qu'on puisse remapper tous ces boutons. Allez à Olympus, allez, on y croit. Niveau personnalisation des menus, il y a le My Menu qui apparaît, donc du coup vous pourrez créer votre propre menu avec tous vos paramètres préférentiels comme on peut le voir chez Sony, comme on peut le voir chez Panasonic. Donc ça sera bien le cas sur le M1 Mark III. Et toujours dans l'ergonomie logicielle, moi c'est quelque chose qui m'intéresse moins, mais apparemment maintenant on peut directement, quand on est dans la galerie photo, sélectionner les photos via le bouton enregistrer la vidéo, via lancer la vidéo, le bouton rouge, REC, et du coup on peut sélectionner plus facilement, plus rapidement avec une touche physique les photos pour par exemple supprimer une série de photos, des choses comme ça. Et quand on parle d'Olympus, on pense évidemment à tout ce qui est weather sealing, tout ce qui est du coup dustproof, waterproof, etc. Vraiment la résistance aux intempéries, la tropicalisation. Et donc ce boîtier est estampillé IPX1, donc ils ont fait une certification pour lui, donc c'est pour on savait hein, déjà sans avoir les certifications avant c'était très bon chez Olympus. Là ils ont fait une certification à ce niveau là, donc ça atteste du niveau d'étanchéité, tropicalisation du boîtier. Et à côté de ça en plus donc de l'aspect vraiment résistance à l'eau, à la poussière, etc. on va avoir deux choses. On va avoir d'une part le shutter mécanique qui est donné maintenant pour 400 000 déclenchements, avant c'était 200 000 sur le M1 Mark II, donc ils ont réussi à doubler leur durée de vie. Et en plus de ça sur ce shutter on a le fameux système qu'ils ont là de vibration, vous savez, pour décoller les poussières, qui donc monte à je crois 3000 pulsations par seconde, enfin 30 000 pulsations par seconde, c'est absolument, enfin je comprends même pas comment c'est possible. Et du coup en plus avec un nouveau coating, je crois que c'est le même que sur le M1X mais je suis pas sûr, mais de ce que j'avais compris, donc un nouveau revêtement sur le capteur pour essayer avec l'électrostatisme de plutôt repousser les poussières. Et en plus de ça on a ce système de décollage des poussières au cas où. Donc vraiment un boîtier en C1 des Olympus, c'est pour ça, et ils communiquent bien dessus, c'est très résistant à la poussière, à l'eau, etc., aux intempéries. C'est vraiment un boîtier que vous pourrez amener partout. Je vais passer maintenant à la vidéo, on va finir là-dessus. Sur la vidéo, donc malheureusement pas de 4K 60 fps, donc ça c'est vraiment un gros point faible pour moi qui m'a fait très longtemps hésiter, est-ce que je me le prends ou pas, donc je vous dirai ça à la toute fin de la vidéo. Et par contre ils ont implémenté la 1080p à 120 fps, donc on va se dire super, mais moi je vous invite à aller voir les tests de ceux qui l'ont utilisé un peu, ceux qui ont utilisé ce ralenti là, franchement c'est ça là, moi je trouve le rendu est vraiment pas ouf du tout, donc c'est pas quelque chose je pense que j'utiliserai, de toute façon moi j'utilise pas, je vous ai dit moi je filme en 4K, j'ai fait une vidéo là-dessus qui explique tout ça pourquoi, et du coup voilà, ça c'est bien dommage. J'espère qu'une mise à jour va être faite vraiment, parce que c'est vraiment un gros manque je trouve de ce boîtier. Bon, pour moi c'est le plus gros manque du boîtier, donc j'espère qu'ils vont vraiment implémenter ça. Et on a toujours les trucs habituels, donc on est donc sur l'Ultra HD, d'accord, 3840 par 2160, on est sur des bitrates de je crois c'est 102 mégabits par seconde, et par contre quand on est sur de la Ciné 4K on peut monter que je crois jusqu'à 24 ou 25 fps, on peut même pas monter à 30, mais bon moi je m'en fous de 30. Quand on est sur de la Ciné 4K on est sur 237 je crois mégabits par seconde, donc c'est quelque chose que sûrement j'essaierai si je me le prends, mais en fait je vais me le prendre, je vous dis ça juste après, hein. J'essaierai je pense de filmer dans cette résolution là, après faire mes crops de bande, hein, d'accord, ça me laisse un peu plus de place pour éventuellement recadrer, pour avoir un bitrate plus élevé, parce que le bitrate pour le coup je vois l'intérêt que ça a, beaucoup plus que les modes pour après faire du flat, etc. Et justement donc je vous dis, donc en mode on a vidéo, on a le flat, alors qu'il faudrait peut-être que j'essaie de m'y mettre, voir un peu ce que ça donne, mais je suis pas sûr, on verra. Et on a également le mode, leur équivalent de leur log qui est le log Olympus log 400, je sais plus quoi. Allez voir dans la fiche, hein, je sais plus, moi c'est pas quelque chose que je me servirais. On n'est pas du tout en 10 bits, d'accord, donc contrairement à ce que permet par exemple le G9. Mais bon, moi je vous ai dit, hein, pour l'avoir essayé, vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse, hein. Il faut vraiment le plugin à côté pour pouvoir le lire. Ça prend beaucoup plus de temps dans le montage, ça met beaucoup plus de temps à se charger, les fichiers sont beaucoup plus lourds, etc. Et honnêtement, moi pour ce que j'en fais en color grading, hein, j'ai un peu essayé là sur les trucs des États-Unis, il y a des vidéos qui vont
vont sortir dessus. C'est pas quelque chose qui moi je trouve transcendant. Moi je suis pas très sensible au color grading, etc. Mais si vous voulez faire du color grading, il y a le mode flat qui est quand même très bien réputé chez Olympus, qui a l'air d'être très facile à utiliser. On n'a pas besoin de faire gaffe aux hautes luminosités, etc. Et on peut assez bien le color grader. Donc ça je vais peut-être le tester, je vais peut-être me forcer à ça pour essayer de récupérer, déboucher des ombres, des choses comme ça en fonction des conditions. Et après on a le mode log ou lin ou je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est un log de chez Olympus qui a pas l'air foufou de ce que j'ai vu. Les gens n'avaient pas l'air très contents. Bon moi de toute façon c'est pas quelque chose dont je me servirais. Donc voilà, c'était pour la vidéo et donc je pense que j'ai fini à peu près. J'ai fait le tour en tout cas des choses qui me semblaient le plus importantes. Si j'ai oublié des trucs, vraiment des petits points que vous pensez sont très importants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi voilà, il me reste à vous dire qu'est-ce que je vais faire. Donc je me suis beaucoup tâté et ça va être la conclusion de ma vidéo. Depuis que l'annonce est sortie, moi ça fait voilà, c'était vraiment mon idée en fait. Depuis que j'ai le M5 Mark III et que j'ai vu voilà ce qui me permet de faire en vidéo, comme c'est beaucoup plus agréable, moi ce qui me plaît, la stabilisation, le fait de pas avoir de wobbling, la mise au point automatique, l'autofocus qui marche super bien même quand je vais vous montrer des trucs et tout à l'écran. Donc moi très clairement le M5 m'a conquis, à part le fait qu'il s'est arraché en bas, hein, la backplate, la plaque, enfin le pas de vis pour mettre le trépied, ça va pas du tout. Allez voir cette vidéo. Donc j'attends de voir la garantie, il est parti en garantie, donc j'attends de voir ce que ça donne. Et surtout c'est que c'est malheureusement un boîtier en plastique et donc c'est ça à mon avis le vrai problème, hein. Je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, on verra, on va voir s'il y avait un défaut de conception ou pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, le boîtier était en plastique et ce boîtier en plastique ça aide pas, hein, pour ce genre de choses. Et contrairement à l'EM1 Mark III ou à l'EM1 Mark II qui est un boîtier aluminium magnésium, d'accord. Donc du coup je ne pense pas du tout avoir ce problème. Je ne crains pas, absolument pas avoir ce problème d'arrachement sur le M1 Mark III. Donc pour vous dire, hein, il y en a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, ouais pourquoi tu montes ça, le M5, attends l'expertise, pourquoi non, moi je le monte parce que je veux avertir les autres qui en ont un pour qu'ils fassent peut-être gaffe de pas mettre une plaque en dessous, et surtout ceux qui voulaient l'acheter qui peut-être du coup se disent oula, on va peut-être attendre un peu de voir d'autres retours sur le plus long terme ce que ça donne. Et du coup voilà, moi pour vous dire, malgré cette très mauvaise expérience avec le M5 Mark III, je vais partir sur le M1 Mark III. Parce que je suis sûr que j'aurais pas ce problème là avec il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient déjà eu le problème avec le M5 Mark II qui était pourtant aussi en aluminium. Bon, moi j'ai pas trop peur à ce niveau là, donc je vais partir là-dessus. Si par contre j'ai un souci avec le M1 Mark III à ce niveau là, très clairement je vais pourrir Olympus et ça sera rédhibitoire, hein, pour moi. Et du coup voilà, pour vous dire, je suis pas du tout je crache pas du tout sur Olympus, au contraire je continue à vouloir essayer de continuer avec eux, et donc je vais me le prendre. Je me suis beaucoup tâté, j'ai regardé toutes les vidéos, c'est pour ça que je fais celle-là, hein, pour vraiment vous donner toutes ces infos que j'ai trouvé. Je vais vous le prendre. Et en fait qu'est-ce que moi très clairement je veux plus du G9 pour mes vidéos de voyage. Je veux plus avoir que ce boîtier en voyage. Il y a trop de wobbling, la stabilisation est pas assez bonne, la F est pas assez précis, assez fiable pour moi, donc ça me fait chier. Je veux passer sur autre chose. Le M5 III très bien, hein, je vous l'ai dit dans mon test, vraiment excellent, à part ce problème de l'arrachement, mais le boîtier est trop petit en lui-même. Je me le vois pas l'avoir toute la journée en voyage à la main. Il me faut quelque chose avec une vraie poignée, un vrai grip, quelque chose d'ergonomique en main, une bonne prise en main. Donc pour moi, j'attendais, je m'étais tâté à prendre le M1 Mark II, mais je voulais attendre le M1 Mark III. Je savais que ça allait pas trop tarder à arriver. Et je voulais attendre de voir ce que ça donnait. Et du coup voilà, le M1 Mark III est sorti. Je vous ai dit, grosse déception au début, mais compensée par pas mal de choses logicielles qui permettent voilà, de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres boîtiers. Et en fait ce que j'ai eu là, hein, quand je me suis beaucoup tâté là sur cette semaine, c'est est-ce que je prends cette M1 Mark III, est-ce que je prends le M1 Mark II, ou est-ce que j'attends de voir ce que donne Fujifilm, et oui Fujifilm, avec le X-T4 qui va sortir. Alors je vais vous dire qu'est-ce qui m'a fait choisir de partir sur M1 Mark III. Sur le M1 Mark II d'abord, en fait, pourquoi j'aurais voulu pu partir là-dessus, que du coup par exemple sur ma Chery il sort à 900 €, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. C'est exactement le même boîtier hormis le joystick au niveau physique, et après par contre on a tout l'aspect logiciel. Et je me suis beaucoup tâté en me disant voilà, au final est-ce que vraiment j'ai besoin, est-ce que j'ai envie ou besoin de tout ça. Et il y a vraiment deux trucs moi qui me font il y a vraiment trois trucs on va dire qui me font partir sur le M1 Mark III plutôt que le M1 Mark II et débourser le double, hein, grosso modo, hein, pour pouvoir l'avoir. La première chose c'est vraiment la recharge en USB, ça je vous l'ai dit, moi c'est indispensable. Le M1 Mark II ne le permet pas, et je peux pas me permettre d'avoir mon boîtier principal qui fait pas ça. Moi c'est pas possible, donc déjà rien que ça. Après il y a le mode, il y a le joystick en lui-même qui est clairement un joystick. Moi je m'y suis habitué, hein, sur les boîtiers où j'ai eu des joysticks, et du coup il m'en faut un maintenant, j'arrive plus à m'en passer, plus trop. Et à côté de ça il y a le mode High Resolution à main levée, et également le fait qu'on ait les ND intégrés là, l'histoire des ND qu'on peut faire sans avoir de filtre ND. Moi ça va me changer la life en voyage quand je suis avec ma femme, avec ma fille.
photographie, pouvoir faire ça à la volée, pas avoir à sortir les filtres, à sortir le stack, etc., etc. Ça va me changer la vie. Et donc voilà, ces petites améliorations, au final, c'est pas grand chose et c'est à vous de peser dans la balance. Est-ce que vous trouvez que c'est important ou pas pour vous? Ces choses-là, plus le fait quand même qu'on ait une amélioration de la stabilisation, plus également le fait qu'on ait une meilleure détection des visages, des yeux, qu'on puisse changer les visages, etc. Plus ces petits trucs en plus, le Staria F qui va me permettre de gagner du temps également la nuit quand ma femme est couchée et que moi je veux faire mes photos à mon astrophoto. J'essaie quand même de pas perdre trop de temps pour pouvoir quand même un peu dormir la nuit avant de repartir le lendemain. Donc voilà, toutes ces petites choses cumulées, ça fait que je me suis dit bon bah non, tant pis, je préfère mettre plus de pognon dedans, hein. C'est débile le prix que coûte ce boîtier à mon avis, mais j'ai des choses en mieux. Et au niveau du micro 4 tiers, bah, je vous dis, Panasonic ne me convient pas du tout, j'arrive pas, voilà, c'est rédhibitoire pour moi, l'autofocus, le wobbling, la stabilisation, c'est pas assez, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, donc du coup, le M1 Mark II, au final, non, je vais partir sur le M1 Mark III. Et après, j'avais le gros questionnement de est-ce que j'attends pas la sortie du XT4? La sortie du XT4 qui donc va être annoncée normalement le 26 février, que j'essaierai de vous couvrir d'une façon ou d'une autre, hein, soit faire un live, soit faire une vidéo après coup, soit faire une news. Si je me suis pas assez rentré dans les détails, je vous ferai juste une news. Du coup, pourquoi le XT4 m'intéresse? Moi, vous savez, je suis assez réfractaire à Fujifilm. Je suis très réfractaire. Alors, je suis assez réfractaire au design, mais ça, honnêtement, je m'en fous un peu. Par contre, je suis très réfractaire à leur logique des molettes, vous savez, du coup, de shutter speed, d'ouverture, des choses comme ça. Moi, ça me plaît pas du tout parce que c'est quelque chose que j'utilise très peu. Je fais très peu de manuel, hein, je vous l'ai toujours dit, moi je suis très souvent en automatique, en P, en S, des choses comme ça. Et moi par contre je change beaucoup de modes, entre vidéo, entre le mode spécial pour faire du timelapse, etc., etc. Et donc je suis bien plus intéressé avec une molette qui me permet de changer vite mes modes, plutôt qu'une molette qui me permet de changer mon shutter speed, etc. Ça, moi j'en ai rien à foutre. Alors je sais qu'on peut les changer, mais il n'empêche que du coup sur notre molette, et ben, on a les valeurs de shutter speed, etc. Et du coup ça sera une galère à utiliser. Donc ça déjà c'est un truc qui me refroidit énormément chez Fuji. L'autre truc qui me refroidit, c'est grosso merdo le boîtier, comment il est construit. Je trouve ça fait cheap, ça fait un peu jouer, même si c'est pas le cas apparemment, mais voilà, c'est des petits boutons, c'est des petits trucs, le joystick c'est un petit bidule, tout ça me plaît pas trop. Et mais un truc vraiment voilà qui me fait vouloir voir ce que va donner ce XT4, c'est déjà on sait le XT3 est excellent en vidéo, en tout cas dans les codecs qu'il propose. Par contre le XT3 n'a pas d'IBIS, donc moi ça c'est rédhibitoire, hein, clairement. Et du coup le XT4 va avoir l'IBIS. Le XT4 c'est sûr, on le sait maintenant, il va avoir l'IBIS et il va avoir en plus de ça un écran sur rotule, un écran où on pourra faire un flippy screen comme là actuellement avec le G9 ou surtout avec le M5 Mark III. Donc ça c'est vraiment une grosse, c'est vraiment un gros game changer, hein, côté Fujifilm. Ça peut vraiment faire la différence, surtout qu'en général les boîtiers sortent vraiment pas très cher, surtout comparé par exemple à ce que propose Olympus. Là je crois que l'XT3 il sort à 1200-1300 €, alors qu'on a un capteur APS-C, hein, quand même, voilà, donc plus en théorie des meilleures possibilités en basse lumière. Et donc voilà, je me suis dit, oh là là, putain, ça m'intéresserait bien quand même si je peux gagner en taille de capteur et du coup, voilà, gagner en taille de capteur et avoir l'IBIS, une bonne stabilisation, pour le coup avoir de la 4K 60 fps. Ça sera pas de la 6K, la rumeur a été démentie, il n'y aura pas de 6K sur XT4, ce sera de la 4K 60 fps, ce qui est déjà très bien. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, ça m'intéresserait bien, mais il y a plusieurs facteurs qui font que, en plus du fait que, voilà, je vous ai dit, hein, je suis un peu réticent au Fujifilm, il y a plusieurs facteurs qui, moi, personnellement, font que je préfère partir sur l'Olympus. Alors la première chose, c'est que je n'ai rien chez Fujifilm, hein, contrairement au micro 4 tiers où maintenant je suis très bien équipé, hein, j'ai quelque chose comme 5 ou 6 optiques, hein, 6 objectifs. J'ai le 7-14, vous savez, hein, j'ai fait le test, j'ai le 10-25 f1.7, j'ai le 100-400, je sais plus les F, on s'en fout, j'ai le 12-35 f2.8 stabilisé que je suis en train de filmer avec, j'ai également le 3500 f2.8 stabilisé à encombrement constant pour mettre son gimbal qui me va très bien pour dès que je vais utiliser une gimbal. J'ai également maintenant un petit, c'est un, je sais plus combien c'est un 80 ou 85 mm f1.7 je crois de chez Olympus qui est tout petit rikiki pour faire du portrait. Voilà, j'ai pas mal d'objectifs, j'ai beaucoup d'objectifs maintenant, j'ai bien investi là-dedans et je me vois mal réinvestir là tout de suite, hein, clairement j'ai pas les moyens dans l'équivalent chez Fujifilm, sachant qu'en plus au niveau du zoom maximum je n'arriverai pas du tout à 800 mm équivalent. Au maximum avec ce que propose Fujifilm j'aurai du 600 mm équivalent. Et moi je vous ai dit c'est quelque chose qui m'embête, hein. J'ai besoin de range dès que je veux, j'ai besoin de pouvoir aller loin dès que je veux filmer des copains en planche par exemple, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête. Du coup rechanger tout, comme j'avais pu vous le dire, hein,
dans la vidéo que j'avais fait sur le choix des appareils, si je veux avoir les équivalents à peu près de ce que j'ai maintenant chez Fuji, mine de rien ça va coûter cher, ça va coûter un peu plus cher que ce que j'ai actuellement chez Olympus, et surtout moi il faudrait que je refasse tout mon quiver, ce qui vraiment pose problème. En plus de ça, il va être annoncé le 26 février et je ne sais pas quand derrière il va être disponible, alors que moi l'Olympus qui a été annoncé là le 12 je crois, ou avant, le 12 ou le 11, il va être disponible le 26 février, donc si on compte à peu près pareil, il faut compter mettons 2 semaines après coup pour qu'il sorte, si c'est bien le cas. Ça fait que 26 février, mettons fin février, il serait disponible mi-mars. Mi-mars, après le temps qu'il soit livré, s'il y a des retards de livraison, etc. Sachant que moi, je veux absolument mon boîtier pour mon voyage que je vais faire dans l'Ouest américain. On va faire tout l'Utah, tout le Grand Canyon, voilà, toutes ces choses-là, Bryce Canyon, etc. Voilà, l'Est américain, le Grand Ouest américain, l'Arizona, tout ça. Et du coup, je veux absolument avoir mon boîtier pour là. Et autant, je suis sûr que j'aurai l'Olympus et j'aurai le temps de bidouiller avec, faire des photos avant avec, etc. Probablement même de faire un petit test dessus, je sais pas, je verrai. Et en tout cas, je suis sûr de l'avoir pour le voyage. Je pars le 6 avril. Le Fuji, je suis pas sûr du tout, sans compter qu'à côté il faut que j'achète les objectifs et tout, donc bien compliqué. Et en plus de tout ça, j'ai quand même peur que cette implémentation, je fais assez confiance sur Fujifilm, je pense qu'ils vont sortir une bonne implémentation et je pense qu'ils vont assez rapidement proposer une Dual IS, l'équivalent du Dual IS, c'est-à-dire un travail combiné à la fois de la stabilisation mécanique, donc du capteur, de l'IBIS, et de la stabilisation optique, l'OIS. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tout de suite bien et tout de suite implémenté, vu que c'est alors ils l'ont déjà fait sur le X1H, je sais plus comment il s'appelle, XH1, XH100, je sais plus. C'est déjà il y a déjà en tout cas l'IBIS sur ce boîtier là, mais je sais pas à quel point ils ont encore leur algorithme, c'est assez nouveau quand même chez eux, et du coup je pense qu'ils n'ont pas encore les algorithmes assez développés, contrairement à Olympus, voilà, qui fait ça depuis toujours, Panasonic aussi, et Panasonic, vous voyez, j'en suis pas content. Je me dis que voilà, que j'aurais pas, qu'au final je risque d'être déçu par la stabilisation, que peut-être il y aura des artefacts, etc. Et donc tout ça combiné fait que voilà, j'ai dit je vais pas prendre de risque, je vais rester tranquillement avec tout mon boîtier, mon système micro 4 tiers. Du coup en plus je vais avoir un deuxième boîtier, j'aurai mon M5 Mark III qui va revenir, j'aurai 2 boîtiers pour pouvoir vraiment avoir 2 boîtiers au voyage, quand par exemple je fais un timelapse, l'autre je peux continuer à faire des photos avec à côté, et voilà. Alors si je passe chez Fujifilm, en plus je vais être bien emmerdé parce qu'un deuxième boîtier qui fasse ce que je veux, c'est-à-dire un bon AF, plus de la bonne stabilisation, plus un flippy screen, la seule chance que j'aurai c'est de racheter un deuxième XT4. Et là pour le coup, acheter 2 XT4, niveau budget c'est pas la même. Moi j'ai déjà mon EM5 Mark III là et je me prendrai le M1 Mark III. Donc voilà, donc tout ça fait que personnellement, j'ai préféré partir sur le M1 Mark III, mais vous, si vous êtes à zéro au niveau de votre quiver, d'objectifs, des choses comme ça, ça sera peut-être pas la meilleure stratégie. Et si vous êtes en train de vous moi je vous conseillerais honnêtement, très franchement, d'attendre le 26 février, de voir la sortie du XT4, de voir l'annonce du XT4, qu'est-ce qu'il va proposer, les tests qui vont sortir, c'est sûr, il y aura des tests qui vont sortir en live, je pense qu'il y a plein, même les Belges là, tous les Monsieur Camera et tout, qui actuellement sont pas mal intéressés par Fujifilm. Je pense que d'une façon ou d'une autre, ils arriveront peut-être à avoir un Fuji, enfin peut-être, c'est pas dit, mais c'est des beaucoup plus gros youtubeurs en tout cas sur par exemple des kits numériques. Lui peut-être il aura réussi à s'en faire prêter un, on verra. Et du coup je pense qu'il y aura des tests qui vont sortir même francophones, et du coup voilà, allez voir ça. Peut-être moi je vous dirais, si vous n'êtes pas dans mon cas précis, vous avez vu, j'ai vraiment des critères très particuliers qui ne sont peut-être pas du tout les vôtres. Moi je vous dirais voilà, attendez tranquillement la sortie de l'XT4, ça peut être bien plus intéressant pour votre utilisation, votre usage, comment vous fonctionnez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avez vu tourner un peu comme je pouvais entre la balade du chien et quand je vais faire les courses, parce que vraiment pas le temps en ce moment. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous donner moi qu'est-ce qui m'a fait partir sur le M1 Mark III, vous donner les infos que j'ai pas vu dans d'autres vidéos, et que je pense que ça va arriver plus tard ou que ça arrivera pas d'ailleurs. Donc là vous avez tout comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, si vous avez vu des choses que j'ai pu oublier qui vous paraissent importantes. Ça peut arriver que moi je chante des choses qui m'intéressent pas du tout et du coup j'oublie de les mentionner. Moi voilà, je vous ai dit tous les trucs qui m'importaient vraiment, et n'hésitez pas en commentaire à corriger, détailler, expliquer, etc. Par contre évidemment, ça je vous l'ai dit en tout début, si vous êtes là pour me dire tu l'as pas testé, nanana, je vous répondrai pas, je vous l'ai dit dès le début. Donc si vous avez regardé la vidéo, c'est que vous aimez perdre votre temps et vous aimez perdre votre temps à commenter. C'est pas mon cas, j'ai pas trop de temps. Donc voilà, donc du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment quand je recevrai cette EM1 Mark III, je vous essaie de vous faire rapidement une vidéo pour vous faire le tour du moitié, vous montrer, etc. Par contre je pense que le test avec les photos, tout le vrai test complet sera fait justement quand je serai aux États-Unis, avec des belles photos de paysages, de l'astrophoto. Je vais pouvoir tout tester, ce sera un vrai test long terme avec des exemples photos, des exemples vidéo. Donc voilà, mais je ferai quand même un tour général du boîtier, je vous montrerai, je ferai peut-être une petite vidéo avec pour vous montrer la stabilisation, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Si vous voulez voir ce genre de vidéo et si vous voulez voir ce qui va se passer quand j'aurai mon EM1 Mark III,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Moi je vous redis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!